Enfin, je crois que jusqu'à maintenant, les autorités sanitaires ont pris les bonnes décisions en France. La réponse est oui, et d'un point de vue strictement médical et scientifique. Je pense que le principal point pour les autorités sanitaires, ça a été de jouer la clarté. Hein, j'insiste vraiment là-dessus. Oui. On est sur quelque chose de nouveau, on est sur quelque chose qu'on ne connaît pas bien, y compris au niveau des scientifiques et des médecins. On est sur quelque chose qui interpelle, et l'essentiel est en effet de jouer la plus grande transparence, de dire ce qu'on sait, de dire ce qu'on ne sait pas, et de donner les chiffres. Alors, je précise que vous avez conduit la lutte contre le sida, je précise que vous êtes reconnu dans le monde entier, Jean-François Delfraissy. Les traitements, où est-ce qu'on en est? Est-il vrai que des essais thérapeutiques sont en cours ou vont commencer? Alors, on n'a pas de traitement spécifique de ce virus. Oui. On a des candidats médicaments. Il y a plus de 90 essais thérapeutiques qui ont été menés en Chine. Avec somme toute, on aura malheureusement assez peu de résultats, parce que les Chinois se sont lancés, pris par le temps, et se sont lancés dans des conditions où il n'est pas certain qu'on arrive à tirer quelque chose de ce qui a été réalisé en Chine. Alors, on a plusieurs médicaments possibles. Qui vont être testés à partir en France en particulier à partir de la fin de la semaine prochaine. Un médicament qui est un antiviral qui a été conçu pour autre chose et qu'on pourrait et qu'on va utiliser. Et puis il se trouve un médicament aussi qui est utilisé pour les patients VIH contre le sida et qui a probablement une certaine activité in vitro qui nous pousse à le faire in vivo. Donc un grand essai doit débuter pour les patients avec une pneumopathie. Je rappelle que donc des patients déjà avec un certain degré de sévérité. Je rappelle que c'est la minorité des patients, puisque la majorité des personnes va aller bien, finalement, va faire une grippe à minima. Et pour ces patients-là, c'est un essai qui n'est pas seulement français, c'est un essai qui est en collaboration avec l'OMS et qu'on va mener avec aussi une série d'autres pays européens. Il y a une collaboration internationale dans la recherche qui est extraordinaire. Ce qui veut dire que plusieurs patients qui sont malades aujourd'hui vont servir de cobayes, en quelque sorte. Oui, enfin, comme toujours dans ces situations très, très critiques et nouvelles où on ne connaît pas, eh bien, évidemment, tout en respectant les règles éthiques complètement, on va proposer à ces patients d'expérimenter un certain nombre de nouvelles molécules. Encore une question, Jean-François Delfraissy, professeur. L'OMS, évidemment, qui a expliqué hier qu'aucun signe de toxicité significatif n'avait été décelé chez les patients traités à l'hydroxychloroquine dans son essai clinique et qu'il n'y avait pas lieu d'en revoir le protocole. The Lancet, le fameux magazine, a annoncé hier le retrait de son étude puisque 3 des 4 auteurs se sont rétractés. Comment expliquer ces changements de décision au sein de l'OMS et de The Lancet? Qu'est-ce qui se passe? Que doit-on comprendre? Écoutez, je comprends en tout cas que le grand public soit déboussolé. Et je dis attention, revenons, et y compris pour les médecins eux-mêmes et pour les scientifiques eux-mêmes, revenons à la science. Revenons aux résultats d'essais randomisés, c'est-à-dire où on contrôle un médicament versus ce qu'on appelle un placebo, une absence de médicament. Nous devrions avoir incessamment sous peu, peut-être même dans les heures qui viennent, les résultats d'un essai international mené en Angleterre, puis les résultats d'un essai OMS et les résultats de l'essai français. Le Discovery, est-ce qu'on aura un jour les résultats Discovery? Nous aurons un jour les résultats de Discovery. Attendons les résultats de ces 3 essais randomisés, et en particulier de l'essai anglais, qui devrait donner ses résultats relativement rapidement. Et puis nous rediscuterons en effet de ce problème de l'hydroxychloroquine, mais aussi des autres médicaments. Je n'ai pas à prendre position sur le sujet. Je considère, au nom du Conseil scientifique, que pour l'instant, nous n'avons aucun médicament qui ait fait la preuve de son efficacité dans le Covid, de la même façon que nous n'avons pas de vaccin disponible, et que ce sont donc des mesures de santé publique que chacun d'entre nous peut, et dans une certaine mesure, s'il le souhaite, peut et doit prendre des mesures autour de la distanciation sociale, du lavage des mains et du portage des masques. Merci. Je dis à l'ensemble de nos citoyens, vous êtes vos propres soignants. Merci. Premièrement, on a pu mettre en évidence et activer un médicament. Alors, on n'a pas trouvé un médicament contre Ebola en un an, c'est impossible, mission impossible. On s'est servi à partir des séquences du virus et de sa vision en 3-4D, eh bien, on avait des médicaments contre la grippe qui étaient assez proches finalement de sites dirigés contre Ebola. Et donc le favipiravir est un médicament qui est actif contre Ebola. Et ensuite, on a pu mettre en évidence à la fois chez le primate, chez l'homme, avec un essai non randomisé, parce qu'il nous a paru essentiel au plan éthique de ne pas randomiser cet essai contre un placebo, mais de regarder directement ce que faisait le médicament. Eh bien, on a pu mettre en évidence l'activité de ce médicament. Revenons à la science. Il y a un papier très construit par des collègues américains dans Nature dans la première quinzaine de mars,
qui a séquencé complètement. C'est-à-dire qu'on peut être capable de repérer millimètre par millimètre, et c'est pas des millimètres, c'est évidemment beaucoup plus fin que ça, mais c'est une image du séquençage du génome du virus chinois et des virus qui sont issus de ce virus chinois en Europe, et qui a regardé, avec les séquences que nous connaissons parfaitement bien du virus VIH, et qui a regardé éventuellement des zones d'analogie ou de partage. Et ils n'ont rien trouvé. Voilà. Alors après, je ne peux pas définitivement conclure, ça va faire l'objet sûrement encore d'une série d'études, de controverses. Je me demande quand même si on n'est pas là dans une vision un peu complotiste, qui ne relève pas tout à fait de la science véritable. Le problème, c'est qu'on peut aussi couper et sélectionner à partir de ces ciseaux génétiques, eh bien, les DNA qui nous intéressent, c'est-à-dire des garçons qui sont grands, qui sont blonds, qui vont faire Polytechnique, et au détriment d'autres choses. On est avec ce type d'outils, l'utilisation des ciseaux génétiques sur les cellules germinales, c'est-à-dire sur les cellules de la reproduction, eh bien, on peut modifier au sein d'une ou deux générations ce qu'on peut produire. Quelles sont, question posée, qu'est-ce qu'on met comme garde-fou ? Les Chinois sont en train de démarrer les essais autour de cela. On a bloqué les choses à la fois aux États-Unis et pour l'instant elles sont bloquées en France. Quel garde-fou nous mettons à ce type de technique ? C'est à la fois une avancée et c'est à la fois des garde-fous. Revenons à la science. Conclusion. Quelles sont mes remarques ? La première, il va survenir une autre crise sanitaire dans les années qui viennent, et une autre grande crise pandémique. On reverra peut-être Ebola, mais là on le gérera, parce qu'on a tous les outils pour le gérer, mais il sortira un nouveau virus ou un virus muté. On ne peut pas prédire l'avenir, donc je ne peux pas vous dire quel va être ce virus. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de prévoir et d'anticiper et de mettre en place des outils durant ce que nous appelons l'intercrise, pour essayer d'anticiper une réponse rapide. Alors ça va très loin, ça va de la réforme de l'OMS, qui a été, vous le savez, très très critiquée sur sa réponse à Ebola. Ça va en France sur la mise en place d'un certain nombre d'outils. Ça va sur les questions de recherche, prévoir, je dirais, toute une panoplie de questions de recherche sur un virus X ou Y, et ensuite d'avoir la boîte à outils qui permet de répondre à telle ou telle situation de crise. Et puis, c'est quand même faire preuve aussi d'avoir des équipes qui sont prêtes à être actives tout de suite. Pour rentrer dans ce type de crise, il faut être un peu cow-boy de la recherche et être capable d'activer ce qu'on a pu faire d'ailleurs en grande partie sur Ebola, d'autres chercheurs qui n'étaient pas spécialement sur Ebola, puisqu'il y en avait très peu, et de les activer, de les mettre en leur disant « c'est une crise sanitaire ». Et donc, il y a urgence. Depuis hier, un décret impose désormais le port du masque dans tous les lieux clos, sous peine d'ailleurs d'une amende de 135 €. Pourquoi cette décision était indispensable maintenant ? Elle était indispensable parce que ce qui est frappant depuis maintenant quelques semaines, c'est de voir que les Français ont perdu les grandes notions de distanciation et de grandes précautions. On peut le comprendre. C'est la phase d'été, on est après une période extrêmement lourde, ils ont besoin de souffler un peu, mais on est très frappé par ça. Or, cette période de fin juillet, du mois d'août en France, et pas seulement en France, on le voit dans les pays limitrophes aussi, c'est nous qui possédons notre avenir. C'est en fonction des mesures de distanciation et de précaution que nous allons prendre qu'on sera capable de finalement avoir une épidémie un peu gérée avec un virus qui continue de circuler, ou au contraire, trop de clusters et quelque chose qui serait plus difficile. Donc vous en appelez au sens des responsabilités, de la responsabilité individuelle, mais du coup ça induit la seconde question. Pourquoi ne pas avoir pris cette décision-là dès le 11 mai, au moment du déconfinement ? Parce qu'au fond, ces mesures barrières, elles s'imposaient de la même manière. Il n'y a pas d'informations supplémentaires aujourd'hui par rapport à ce que l'on savait le 11 mai. Oui, écoutez, on a le conseil scientifique, moi je l'assume, on a fortement recommandé le port du masque dans l'ensemble des lieux publics, mais sans l'imposer. C'est une stratégie qu'on a depuis le début, c'est-à-dire de faire appel à la responsabilité citoyenne
Et puis, somme toute, si à un moment donné on voit que ça marche pas, eh bien là, il y a une imposition et avec quelque chose qui est plus taxé. Vous voulez dire que quand c'est pas obligatoire, il y a une forme de relâchement. Et dès lors que c'est obligatoire, par exemple dans les transports, la règle est parfaitement respectée. Complètement. Et je l'avais d'ailleurs bien noté que en particulier dans le métro à Paris, cette règle est parfaitement respectée. Et ce qui est intéressant, c'est que les citoyens le font respecter eux-mêmes. On est très clair aussi sur le deuxième message, qui est de dire attention, ça peut être aussi un élément de fausse protection. C'est-à-dire que quelqu'un avec un masque, vous, moi, quelqu'un d'autre, premièrement, on peut mettre mal ce masque, le réutiliser dans de mauvaises conditions, se contaminer en le mettant, et enfin, surtout, avoir l'impression qu'il est protégé, et donc ne pas prendre les mesures de distanciation sociale et de protection plus globale. Et donc, c'est fondamental que la recommandation d'utilisation très large des masques de ce type, dès qu'on est en situation de vie publique, entre guillemets, eh bien, elle ne doit pas faire partir et quitter les mesures très globales de distanciation sociale. Cette décision est aussi liée aux incertitudes de la communauté scientifique sur la transmission du virus, notamment dans l'air, où on se dit, oh là là, on ne sait pas exactement tout sur la transmission. Le masque, il vaut mieux mettre le masque, c'est plus sûr. Oui, sûrement. Vous avez raison de le signaler. Sur la transmission, je dirais qu'après 4 mois, il y a encore plein d'inconnus. Alors on a parlé plus récemment des fines gouttelettes, et c'est ce à quoi vous faites allusion, qui pourraient rester dans l'air pendant un certain temps. Et donc si elles restent dans l'air, autant mettre le masque et évidemment se protéger. On sait également qu'il y a probablement d'autres mécanismes de transmission qui ne sont pas encore bien connus. Une question qu'on peut se poser, pourquoi quelqu'un survit par rapport à une maladie aussi grave? Est-ce que le virus était différent? La réponse non, le virus n'était pas différent. Et puis, on a mis en évidence en fait que les survivants étaient eux-mêmes réservoirs de ce virus et après avoir survécu, eh bien, pouvaient, pendant plusieurs mois, sécréter du virus et être contaminants, en particulier au niveau de leur sperme. Et ça, c'est une révolution dans le domaine de ce domaine de l'infectiologie. On vient de le montrer à la fois dans Ebola, mais aussi dans Zika, c'est que l'homme peut être aussi un réservoir de ces virus émergents et le transmettre de façon sexuelle. Donc il me semble qu'en tout cas pour la période de l'été, il me semble que la France a son stock de masques dans des quantités suffisantes. Ça pose une autre question, c'est que les masques, c'est quand même pas c'est pas gratuit, et que donc ça constitue un petit budget pour les familles les plus fragiles. Justement, pourquoi le Conseil scientifique n'a pas suggéré au fond la gratuité totale, soit sous forme de distribution gratuite, soit sous forme de remboursement par la sécurité sociale? On l'a suggéré en tout cas d'une autre façon. On l'a pas mis comme tel, mais on a depuis plusieurs avis du Conseil scientifique. Vous l'avez moins noté au niveau des médias, mais on insiste beaucoup sur les personnes les plus fragiles, les groupes les plus fragiles, les groupes les plus précaires, qui ne sont pas forcément uniquement les SDF ni les migrants. Il existe en France, surtout après cette période de Covid, des gens qui sont à la limite de la précarité, des familles qui peuvent tomber dans la précarité. Et on a beaucoup insisté pour que l'ensemble des moyens leur soient donnés et avec une forme de gratuité. Cette crise, elle a terriblement accentué les inégalités et d'ailleurs, tous les Français n'ont pas été égaux devant cette épidémie, cette maladie. Comment ceux qui ont des problèmes de fin de mois peuvent aller concrètement se procurer des masques gratuitement? Non, c'est un point fondamental. Toute crise sanitaire accentue les inégalités sanitaires. Et on l'a vu, le 9-3 était plus touché que d'autres départements. Et on sait également que les Français d'origine étrangère ont un taux de morbidité-mortalité qui est plus important. Donc c'est un point qui est passé un peu inaperçu. Les Américains ont la même chose en ce moment. Les Anglais ont eu la même chose à Londres. Les populations les plus précaires sont les plus fragilisées. Et attention, parce qu'elles sont fragilisées pour elles-mêmes, et c'est notre devoir de citoyens et d'une grande nation de les prendre en compte, mais également pour nous-mêmes, parce que si on laisse redémarrer, par exemple, une infection et du Covid de façon plus importante dans ces populations, ça sera pour l'ensemble de la population française. Donc ça veut dire que ça a redémarré. Et on est en effet sur une ligne de crête un peu instable. Mais vous dites que les chiffres sont pas bons, ils sont inquiétants. Les chiffres sont inquiétants. Les chiffres sont inquiétants parce qu'ils montrent, et j'ai d'autres chiffres qui font nuancer aussi, c'est par exemple ce que me disent les cliniciens avec le nombre de malades qui de nouveau réapparaît dans les hôpitaux, pas forcément en réanimation, mais qui sont hospitalisés à nouveau et en particulier en région parisienne. Et inversement, on a réouvert des lits dans certains hôpitaux, je pense à la Salpêtrière à Paris.
pénurie. Mais- On voit les chiffres de SOS médecins, les arrivées aux urgences. Oui, Tous les indicateurs semblent. Il y a une série d'indicateurs. Et inversement, aucun de ces indicateurs non plus n'est totalement au rouge. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une ligne de crête où on voit très bien comment la France peut rester sur cette ligne de crête avec difficulté, mais pour la période des semaines qui viennent et du mois d'août, c'est ce qu'on avait un peu imaginé, avec en étant très armé, en utilisant beaucoup les tests, en entourant les clusters de façon très massive, ou au contraire, qu'on peut basculer dans quelque chose qui ressemblerait plus, par exemple, à l'Espagne, à la Catalogne, avec ce qui s'est passé à Barcelone. On est donc dans quelque chose de fragile. Il faut que les Français comprennent que rien n'est gagné, que le virus continue à circuler de façon importante, et que l'avenir, là, de notre avenir sur les semaines qui viennent, c'est nous qui le possédons. Hein. On ne peut pas non plus tout attendre de l'État. Je sais bien qu'on a beaucoup attendu de l'État, mais c'est nos propres comportements, notre distanciation, les mesures barrières qu'on va prendre ou ne pas prendre, qui nous conduiront à rester soit sur la ligne de crête, soit à basculer. Alors, vous avez parlé du relâchement, hein, notamment dans l'application de ces mesures barrières. Il y a, j'imagine aussi, c'est la période des vacances, les mouvements de population à l'intérieur du territoire français. Mais il y a quand même aussi l'arrivée des touristes étrangers. Moi, je suis frappé des remontées qu'on a de certains hôpitaux où on nous dit, à l'entrée dans les services, on voit arriver beaucoup de touristes étrangers ou de Français qui reviennent de l'étranger. Pourquoi les contrôles sanitaires à nos frontières sont-ils aussi laxistes? Pardon de poser la question comme ça, mais je suis allé voir dans les aéroports, on vous prend la température. Si jamais vous avez plus de 38, on vous suggère d'aller faire un test, mais on ne vous y oblige pas. Et même quand le test est positif, on ne vous assigne pas à une quarantaine. Je veux dire, dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça, clairement. Alors, je vous rappelle, vous le savez, que la France fait partie de l'Union européenne. Et qu'il y a donc une politique globale pour l'ouverture des frontières. Que c'est l'Union européenne qui a défini un certain nombre de pays en les classant extérieurs à l'Union européenne, en les classant vert ou rouge en fonction de ce qu'on savait sur l'épidémie. On a évoqué, parlons-en, depuis 3 semaines, en particulier un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, dont l'Algérie, mais ne faisons pas d'ostracisme vis-à-vis de l'Algérie, un certain nombre de personnes contaminées arrivant d'Algérie, et en disant finalement on ne sait pas exactement ce qui se passe, quel est le niveau d'épidémie, est-ce qu'ils ont la capacité à gérer. Et puis, il y a une deuxième grande partie, et c'est la nouvelle doctrine, et on la voit en Mayenne, mais il faut qu'elle soit élargie, affinée, etc., dans les semaines qui viennent, c'est ce que vous préconisez, c'est-à-dire la question que vous me posez, le dépistage massif. Dès qu'il y a un cluster, on dépiste massivement, on fait plusieurs centaines de milliers de tests, ce qui est en train d'être fait en Mayenne, et le généraliser. D'abord, c'est important pour la Mayenne, et c'est important aussi pour le processus lui-même, pour montrer qu'on est toujours très actif et que l'ensemble du modèle tourne au mois d'août. Est-ce que, évidemment, tous les Français qui nous regardent se disent il y a le mois d'août, très bien, il y a l'été, mais est-ce que le danger, c'est pas finalement ce qui va se passer à l'automne? On regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment dans l'hémisphère sud, notamment en Australie. Est-ce que votre inquiétude, vous, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, au fond, c'est pas l'été, c'est ce qui va se passer en octobre, novembre, comme une forme de résurgence d'une certaine manière? Est-ce que c'est pas ça le danger? La réponse est oui. En effet, ce virus qui n'est pas un virus grippal, donc qui n'est pas tout à fait un virus saisonnier, mais va revenir de l'hémisphère sud. Et il y a 3 scénarios. Le premier, il rentre au nord au moment de l'automne et de l'hiver et il disparaît. C'est une possibilité. Le deuxième, c'est qu'on a une vraie deuxième vague qu'on traitera de façon différente, on pourrait y revenir. Et la troisième, qui est rarement évoquée, c'est qu'il rentre et qu'on rentre dans une sorte de Covid chronique, une sorte de maladie chronique où le virus tourne, il y a des accès, et puis ça rediminue, et qu'on est pendant une année quelque chose d'un peu chronique. Mais pas forcément avec la même intensité que ce qu'on a connu en avril ou en mai. Avec beaucoup moins d'intensité. Donc le phénomène évidemment le plus sur lequel malheureusement c'est notre hypothèse la plus probable, c'est en effet la deuxième vague. C'est-à-dire qu'on est un vrai retour du virus arrivant du sud, pour la période d'octobre, novembre, décembre. Et on est bien placé pour le savoir, l'actualité internationale est souvent lourde à vivre, lourde à porter. Vous qui êtes médecin, scientifique, vous qui avez été pionnier dans la lutte contre le sida et Ebola, dont on parle beaucoup également, qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne envie d'espérer? Qu'est-ce qui vous porte? Ce qui me donne envie d'espérer, moi je crois finalement, vous savez, je crois au caractère positif de nos concitoyens. Et bon, je suis plutôt positif, mais là je crois vraiment au caractère positif de nos concitoyens, et en particulier de la jeunesse française en ce moment. Ce qui me donne aussi, je suis très admiratif, et la France doit s'incliner devant le geste héroïque de ce lieutenant-colonel de gendarmerie à Carcassonne. Et bien sûr, ce n'est que quelque chose d'exceptionnel, mais l'exceptionnel traduit quand même que les Français, les jeunes Français, savent toujours donner aux autres. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a un certain nombre de jeunes en particulier qui ont des symptômes
et qui disent, mais somme toute, à quoi ça sert de me faire tester? Oui, je suis pas en danger. Je suis pas en danger. Et je leur dis, si ça sert à quelque chose, pour vous-même d'une part, regardez ce qui se passe aux États-Unis, où on voit, en particulier en Floride, une série de formes graves chez ces sujets jeunes qui n'avaient pas de signes de facteurs de gravité particuliers, en particulier pas de grandes obésités. On commence à voir ça. Et deuxièmement, c'est possible pour vous les autres. C'est votre responsabilité citoyenne, à la fois pour vos copains de pas transmettre, à la fois pour vos grands-parents de pas transmettre. Et on est toujours dans ce phénomène d'accrocher finalement nos Français à une part de responsabilité citoyenne pour les semaines qui viennent. Alors cela dit, il faut leur proposer le test plus facilement, et je dirais voir l'utilisation des tests comme un consommateur qui a envie de consommer du test, et pas seulement comme un acte médical. D'où la question du traitement. Où en est-on dans la recherche d'un traitement? On a parlé d'un médicament là, qui réduirait de 79% le taux de mortalité. Est-ce qu'on peut espérer, avant cette fameuse deuxième vague, des traitements sérieux? Alors si on fait le point, jusqu'à maintenant, aucun traitement dirigé contre le virus lui-même n'a fait la preuve, à mes yeux, de son efficacité. Qu'il s'agisse de l'hydroxychloroquine, de l'association, du Kaletra, du remdesivir de chez Gilead, aucun, à mes yeux, n'a fait la preuve de sa réelle efficacité scientifique. Mais je sens qu'il y a un mais. Mais 2 médicaments ont fait la preuve d'une efficacité dans les formes sévères ou graves. C'est d'une part la dexaméthasone, qui est un corticoïde, et deuxièmement, de façon très récente, ce qu'on appelle des antirécepteurs de l'IL-6, qui permettent de bloquer la réaction inflammatoire qui existe dans les formes graves. Et la conjonction de l'utilisation de dexaméthasone et d'antirécepteurs de l'IL-6 peut transformer le pronostic des formes graves, peut réduire, je dirais de moitié, par exemple, à peu près, la mortalité morbide. Revenons à la science. Ça, c'est un espoir, parce que l'espoir d'un vaccin, lui, en revanche, est très très lointain. Alors ça serait évidemment un point important si on prend la décision à l'automne de ne pas reconfiner et qu'on laisse la vie s'ouvrir, et c'est ce qu'on souhaitera faire, les jeunes aller de l'avant, les écoles ouvertes, etc. Et de l'autre côté, signaler, renforcer les protections vis-à-vis des anciens et pouvoir traiter les formes graves. Sur le vaccin lui-même, il y a, vous le savez, de très nombreux essais vaccinaux qui sont en cours. Il y a énormément d'effets d'annonce en ce moment de la part des compagnies pharmaceutiques. Je dis attention pour les Français, ne croyez pas que nous avons le vaccin maintenant. Ce sont des effets d'annonce. Et on n'aura pas de vaccin avant, dans le meilleur des cas, la fin de l'année, et plutôt le premier trimestre 2021, si on en a un. Merci beaucoup Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Merci d'avoir répondu à... L'azithromycine, ça coûte rien. Ils veulent absolument caser le remdesivir, qui est une molécule qui a montré qu'elle ne marchait pas du tout sur la mortalité. Ils ont quand même truqué aux États-Unis l'étude en cours de route quand ils voyaient que ça ne marchait pas sur la mortalité. Ils ont changé les critères d'évaluation. Donc on a menti en disant que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Oui. Parce que l'hydroxychloroquine, ça marche. C'est prouvé, l'étude de Raoult, elle est parfaite. Quand on dit qu'il fallait un placebo pour le démontrer, je rappelle que l'OMS a écrit des rapports, quand est-ce que c'est éthique ou pas de donner un placebo. À partir du moment où en Chine et sur les premières études de Raoult, on voyait que la chloroquine marchait, c'était plus éthique de faire un placebo. Et l'étude de Raoult, sur le plan scientifique, elle est parfaite. Alors maintenant, ce que je trouve dégueulasse, c'est que mes collègues, oui, mais à Marseille, Raoult, il a planqué les malades graves et il les a pas mis dans l'étude, il les a envoyés ailleurs pour mourir. Les malades graves de Marseille auraient pris le train pour aller mourir dans une autre ville où ils les auraient jetés dans la Méditerranée. C'est honteux, ces propos. L'équipe de Didier Raoult n'est pas tout seul. C'est pas un cinglé dans son coin. Il a toute une équipe de professeurs remarquables. Aujourd'hui, vous vous entendez très bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais on est en conflit, mais il a une personnalité qui n'est pas toujours facile. Mais bon, on se respecte mutuellement. C'est quand même quelqu'un qui a été un grand scientifique, que je respecte énormément. Et il faut arrêter de le faire passer pour un gourou parce qu'il a les cheveux longs et de la barbe. Hein. Oui, mais je vous posais une question simple. 29 843 morts, c'est le dernier bilan que nous avons. Vous dites, Christian Perron, on aurait pu éviter combien de morts dans ce nombre-là? Je parle de Lecce, j'en ai donné. Je compare, si vous regardez, par exemple, l'IHU de Marseille, chez les gens hospitalisés, c'est 3% de décès. En France, c'est 20% de décès. Si vous comparez le Portugal et l'Espagne, qui sont très proches, l'Espagne, on dit, n'a pas donné de consigne de traitement, n'a pas recommandé la chloroquine. Le Portugal, dès le début, ils ont dit aux médecins, tout le monde sous chloroquine dès qu'il y a un début de pneumonie. Ils ont une létalité qui est ridicule, quelques pourcents. Pareil au Maroc, pareil... Et ce qui est, je trouve très surprenant, c'est que les pays les plus riches, qui ont été le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, sont les pays où la mortalité est la plus élevée. C'est très choquant. Quand on dit que la France était
la meilleure médecine du monde, la médecine française est tombée dans le caniveau. Heureusement que les médecins généralistes français, c'est eux qui ont tenu la barque. Avec tous les soignants, je leur rends hommage. Vous dites que la médecine française est tombée dans le caniveau. Oui. Je reprends votre expression. Oui, parce que regardez la létalité en France du Covid est la plus élevée du monde, 18,4% contre 5% aux États-Unis, moins de 5% au Brésil. Donc il y a beaucoup de désinformation là-dessus. La France a été extrêmement mauvaise et comme par hasard, c'est le seul pays au monde à avoir interdit l'hydroxychloroquine. Bon, maintenant, je sais qu'aux États-Unis, Fauci a repris la main en interdisant aussi l'hydroxychloroquine aux États-Unis parce qu'il était furieux de voir que les traitements marchaient très bien aux États-Unis, que la létalité était faible aux États-Unis, parce que lui, il veut la promotion du remdesivir et du vaccin. Les Français demandent à y voir clair, ils n'en peuvent plus de ces magouilles, c'est tout. Oui, mais c'est en même temps très violent de dire à quelqu'un qui a perdu un proche, ce proche aurait pu être sauvé. Mais je l'ai dit avant. Violent, oui. C'est violent, mais je l'ai dit avant que ça se passe. On ne m'a pas écouté. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je suis allé dans les médias au début, pendant quelques semaines, espérant faire changer un peu le gouvernement. Rien n'a changé. Bon, le président est allé à Marseille, mais moi j'espérais que ça allait changer quelque chose. Il ne s'est rien passé. J'ai dit, bon, c'est plus la peine que j'aille dans les médias. C'est pour ça que j'ai pris un peu de recul pour écrire ce livre, pour exprimer ma colère. Parce que cette colère, ce n'est pas ma colère à moi, c'est tous les Français qui sont en colère, qui découvrent ça aujourd'hui. C'est tout. Je suis très fier de ce que j'ai fait. J'assume totalement. Merci beaucoup, Christian Péronne. Parole est libre sur ce. J'ai toujours eu le sentiment que l'aveugle voyait plus que moi. J'ai toujours perçu que tout n'allait pas quand on me le faisait croire. Mais quelle autre solution que d'attendre les anges devant tant de mensonges? Je reste perplexe quand je vois toutes ces vedettes. Je suis sans complexe quand l'envie vient de me prendre la tête. Je reste perplexe devant tous ces faux journalistes. Je suis sans complexe face à cette farce démocratique. Farce diabolique. Plus personne ne sait à qui se fier dans un monde complètement aseptisé. Censurer nos pensées par des lois, la parole a besoin d'être validée. Devant l'écran devenir soi-même son robot, seule chance de mon numéro. Je reste perplexe quand je vois toutes ces vedettes. Je suis sans complexe quand l'envie vient de me prendre la tête. Je reste perplexe devant tous ces faux journalistes. Je suis sans complexe face à cette farce démocratique.